dans la caverne, épisode 17. Pour lancer la 3e saison, on reçoit Ecoplane, un trio noise rock qui nous vient de Paris. On doit un peu cet épisode à Willy, le batteur de Poutre, qui s'est motivé à les aider à tourner et qui nous les a amenés sur un plateau. Ils ont un album au compteur, un deuxième qui est en route, et vu ce qu'ils ont enregistré pour cet épisode, on a bien hâte de le découvrir. Ils seront en concert le 18 novembre à Bergerac, à la Gare Mondiale, chez les copains de Day of Records, et le 2 décembre à Grande Zéro pour la 2e soirée de la caverne. Ouais, bon, on peaufine encore un peu les détails, mais on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y aura donc Ecoplane, Tombouctou et Dordogne, et qu'on espère vous y voir nombreuses et nombreux. Cet épisode a été tourné le 25 juin 2023.
Ecoplane. Salut. Salut. Salut Raph. On n'a pas du tout refait cette intro pour la deuxième fois. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et qui est autour de la table? Alors moi c'est Clément, je fais de la baryton dans Ecoplane. Et moi c'est Manu, je fais guitare avec du chant dans Ecoplane. Et Steph, batterie dans Ecoplane. Et on a aussi autour de la table Bérénice, Azam et un invité mystère. Oui, toujours moi, Willy, dans Ecoplane. Bonjour, Et, quatrième membre, toujours. Non, simplement touriste, ouais. Ça me va comme ça. Willy qui était déjà venu nous voir à l'époque dans l'épisode de Poutre, dans lequel il jouait de la batterie. Parce que du coup, pour chers auditeurs, donner un peu de contexte, donc on tourne ça fin juin, même si a priori ça sortira en septembre. Et donc vous venez de jouer hier au Bar des Capucins. Et bah moi j'ai trouvé super votre concert hier. Merci. Et c'est peut-être que je suis trop lyonnais, mais tout le long il y avait des trucs qui me faisaient, peut-être plus dans le jeu de batterie, mais il y avait des choses qui me faisaient penser un peu à du Doppler. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si ça vous parle. Steph? Ouais, carrément. Je pense qu'on est tous les trois des gros fans, mais c'est vrai que Steph c'est un de ses maîtres à jouer quand même. Le fan ultime, C'est un gros fan. Hein. de Doppler. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans la manière de penser les riffs un peu. J'entends quelque chose un peu en commun. Ouais, c'est peut-être subliminal aussi. Ouais, Moi, ouais, je pense. ça. Bah, même toi, Azam, tu me disais que t'avais. Oui, mais moi, c'est l'attitude scénique du guitariste baryton qui m'y a fait penser. Ouais. Parce que, je sais pas si tu te rappelles, dans Doppler, Ah, il est cassé en il deux. était tout le temps cassé en deux, et toi, tu passes ton temps à être cassé en deux aussi. Ouais. J'ai jamais vu Doppler, donc je sais pas, c'est pas une Et ben, influence. en fait, ouais, que je Ouais, regarde. t'as jamais vu Doppler? Non, j'ai jamais vu. En Ouais. fait, j'ai carrément pensé à ça hier. Ah, ok. Je me suis dit, il a la même attitude que Yann, c'est ça? Johan. Johan. Ouais, non, moi je me sens bien comme ça. Après, je suis un grand timide, donc ça permet aussi de me protéger un peu, d'être dans mon truc là, de pas avoir trop de rapport avec le public, enfin de pas avoir les gens en face et d'être un peu dans ma bulle. Hein. Donc je me concentre comme ça, mais je me sens bien physiquement aussi. Ouais. Et plus je rentre dans la musique, plus je descends. Donc si je reste trop droit pendant le concert, c'est pas un bon signe. Après, vu le barouf que tu fais avec ta guitare, les gens vont pas venir t'embêter. Hein. Non, bah non. On essaie de faire un peu de bruit, mais je me fais un peu bouffer par Manu quand même, qui en fait du barouf à côté. Ouais, mais moi j'ai l'attitude de Frank Black, tu vois. L'attitude scénique de Frank Black plutôt. C'est le gros, Ah oui. le gros là. Le gros des Pixies. Tu sais, l'espèce de dictateur qui change de bassiste. Du coup, il n'y a pas de bassiste dans Ecoplane. Oui. Voilà. Du coup, il n'y a pas de bassiste, ouais. Je faisais de la basse avec Manu avant, et j'étais Tu peux plus dire dans quel groupe quand même? dans Sons of Frida. Ouais. J'ai joué avec Manu dans Sons of Frida pendant, je sais pas combien de temps, 5-6 ans, Ouais. avant qu'on arrête. Et quand je suis revenu, je suis parti à l'étranger un petit peu. Quand je suis revenu, on s'est retrouvé avec Manu en se disant, ça serait cool de refaire. Ça s'était vraiment très bien passé, quoi. Il s'était passé un truc, on se connaissait musicalement, on savait que ça marchait bien, et Manu m'a dit tout de suite, ouais, je vais te présenter Steph. Moi je le connaissais pas, je vais te présenter Steph, puis on va faire un truc ensemble. Donc c'était évident que j'allais refaire de la musique avec Manu. Mais du coup, je faisais de la basse avec Manu dans Sons of Frida. C'est un rôle qui m'allait super bien parce que t'es bien en retrait, c'est pas toi qui est devant. C'est une position qui me plaît bien. Et on m'avait offert pour mes 30 ans, on m'avait offert une baryton, donc je me suis dit, je vais la ramener, je vais voir ce que ça donne. Et ça force moi je trouve que ça force à jouer vraiment différemment, quoi, à prévoir ton jeu un peu. Tu fais pas les mêmes plans, tu fais pas de la basse, tu fais pas de la guitare, ça te force à composer différemment, et ça a bien matché, donc c'est cool. Mais ça donne une dynamique intéressante, je trouve, dans Ecoplane. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça te pousse à pouvoir éventuellement devenir beaucoup plus mélodique, plus facilement qu'à la basse, si t'as envie, et que du coup, ça va avec vos passages pop, mais que si tu veux quand même aller faire quasi un riff de basse, tu peux aussi si t'as envie, quoi. Ouais, c'est un truc de frustré aussi. Enfin, quand tu fais de la basse, t'as envie de faire un peu de la guitare. Quand tu fais de la guitare, t'as envie de faire un peu de la basse. Et là, tu peux faire les deux un peu en même temps. Et on change de position avec Manu. Des fois, c'est lui qui prend. Ouais, on les échange basses. un petit peu les rôles en fait tous les deux, mais ça vient naturellement, quoi. C'est lui qui va prendre le dessus sur certains passages, sur d'autres ça va être moi. C'est très intéressant comme façon de faire. Ouais. Et du On coup, n'a ça pas un me- rôle attitré, quoi, finalement. Et ça a démarré quand, Ecoplane, du coup? Ça a démarré au Bruxelles Beer Project, un bar à Pigalle de bière, en 2018. On est resté très longtemps, et puis on a commencé à discuter de ça, quoi. On s'est dit, ouais, on fait un groupe, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. On s'est dit, on va faire un truc entre Joy Division et Juice Lizard. On s'est dit, ouais, ok. Bon, finalement, Joy Division a jarté, quoi. Et vous avez sorti votre album assez rapidement, finalement, après. On a fait un premier EP au bout d'une dizaine de mois.
On a fait 3 morceaux histoire de mettre des trucs en écoute pour. Tu parles de la démo qui est sur le Bandcamp, c'est ça? Exactement. Mhm. Qui n'était pas très travaillé, mais en fait le but c'était pas forcément de faire un scud, c'était juste faire découvrir un peu 2-3 morceaux pour avoir des programmations de concerts. Elle n'a jamais eu de sortie physique cette. Non. Non. Non, mais je l'ai réécouté aujourd'hui justement. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir sorti ça à l'arrache, mais en fait, quand on l'écoute, on se dit il y a déjà un groupe quoi. Ouais. C'est pas si à l'arrache que ça. Ouais, mais Non, c'est plus sur la technique. J'entends que le son est pas hyper travaillé, etc. Mais l'énergie, elle est hyper bonne, je trouve, dans la démo. Bah, c'est les prises de son, brutes en fait. Voilà, il n'y a pas de mix, il n'y a rien. Y a rien, dessus, quoi. quoi. Mais après, non, on n'a pas vraiment le sentiment d'avoir fait ça dans l'urgence. C'est juste. En fait, on s'est dit, on va pas se prendre la tête, on va pas passer des mois et des mois sur un morceau qu'on n'arrive pas à construire, comme on a fait tous avec nos propres groupes. On dit, ouais, ça marche pas, on laisse tomber, on fait autre chose. Quoi. Et effectivement, les compositions du premier album ont été très rapides. Quoi. Je crois qu'en même pas un an, on avait tout. Quoi. Ouais. Premier album qui est sorti début 2021, c'est ça? Exactement. Janvier, Ouais. La meilleure date pour les tops de fin d'année. Et donc là, vous venez d'enregistrer le deuxième. Ouais, on a enregistré début juin dans un studio à l'UFO Studio à Paris. Dans les frigos, un bâtiment qui est super, un lieu qui est super cool. Je sais pas si vous connaissez, mais Pas du tout. c'est un truc un peu décrépit, mortel. Voilà. Et chez un mec que Steph connaissait, qui a son studio là-bas et qui a fait du super boulot. Et ça s'est trop bien passé. Et puis ensuite, on verra les délais de pressage, donc on sait pas quand ça sortira, mais on va voir quand est-ce qu'on peut sortir ça. Là, dans ce que vous venez de jouer, vous avez divisé comment entre l'album à venir et... Jouer essentiellement ce qui va venir là. Ok. Et puis on a fait un morceau qui apparaît sur le premier. Waouh, c'est-à-dire qu'il y a des exclus dans le caverne. Ouais. Waouh. Tout à fait. Ok. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué hier pendant le concert. Bon, le concert était quand même très massif, très virulent. Votre album, celui que je connais, pas le nouveau que vous venez enregistrer quand même, il y a quand même des passages plus pop, etc., plus aérés. Hier, je trouvais ça vraiment mouse, vraiment dense. Est-ce que l'album que vous avez enregistré va être comme ça, c'est plus noise en fait, plus noise rock, un peu moins pop? Moi, je vais répondre pour moi. Je pensais justement, quand on les répétait, que c'était plus pop que le premier qu'on avait fait. Ouais. J'avais cette impression-là. Et en fait, on l'a enregistré, et là, je fais, ouais, on est encore plus bourrin que le premier, en fait. Ouais, et puis je pense que ça va se ressentir aussi au niveau son. Le son de celui qui arrive là va être quand même assez différent. Les prises de son de base déjà sont beaucoup plus brutes. Ouais. Et on avait pris le parti aussi la première fois de laisser au niveau du mix un peu de liberté sur le côté effet. Voilà, on n'était pas contre avoir un peu une approche à la Martin Hannett avec Joy Division qui a fait un son qui ressemblait pas forcément à ce qu'il faisait en concert, en se disant voilà, ça aura un côté sympa, mais là ça va être beaucoup plus brut. Mais je pense qu'en live, on a toujours eu ce côté brut par rapport au disque. On a toujours eu ce truc. Oui, mais moi qui ai écouté le disque plein de fois, mais qui vous avez jamais vu en concert, en fait, je m'attendais à un concert de rock, de noise rock, mais je m'attendais pas à un truc aussi virulent, on va dire. Non, mais on est des animaux en fait, c'est pour Ouais, ça. c'est ça. Tu vois, c'est... et un truc en plus magmatique, tu vois, qui bouillonne. Voilà. Ouais, c'est Ralph Scharschmidt qui nous avait... On a joué donc le chanteur de Trigger Cat. C'est à cause de lui. Non, c'est pas. On avait fait sa première partie. Et en fait, on s'était dit on va se faire laminer par Trigger Cat quoi. Et en fait, il est venu nous voir. Il nous fait Guys, you're animals. Et là, tu fais wow. Oui, puis lui, Thank c'est you, Ralph. animaux, donc... Ouais. Il fait Thank you, Ralph. Puis il fait. Puis il est parti. Bon. Après, en termes de compo, je pense aussi que le premier album, le deuxième, il va être un petit peu plus cohérent, un peu plus virulent aussi, je pense. Et c'est vrai que le premier, il y a toutes les idées qui viennent de partout, ça bouillonne un peu, t'as envie de... C'est le début, quoi. T'as plein d'idées, t'as envie de tout mettre un petit peu, donc c'est vrai que ça... C'est le premier arrivé à 8 compos. Hop, on ouais, bah c'est ça, c'était un peu ça. Ouais. C'était ça. Et c'est vrai qu'on s'est pas mis de barrière forcément en se disant on va faire du noise rock, on va aller dans cette direction-là. On a envie de faire un truc pop, on a envie de rajouter un chant clair, un truc comme ça. Donc ça s'est fait comme ça. Et le mix effectivement a beaucoup joué. Mais là, je pense que le deuxième album, ça reste varié. Il reste des ambiances différentes, mais ça se resserre un peu, je pense. En tout cas, moins pop, plus noise rock, ça me semble un bon pari pour votre avenir professionnel, quoi. Ah oui. Oui, et votre, Vendeur, ouais. et votre côté de bankable dont on parlait tout à l'heure.
comment on se retrouve à avoir Willy autour de la table? Comment on se retrouve à avoir Willy autour de la table? Comment la connexion, d'abord, Willy, mais aussi il y a eu un peu une connexion Poutre et Coplaine, parce que vous avez fait une tournée ensemble. Oui, on a fait une tournée ensemble l'année dernière, ouais, au mois d'avril. Et puis forcément, ça crée des liens, quoi, de tourner à deux groupes, quoi, voilà. Donc on a bien sympathisé et on a gardé le contact. Et c'est marrant parce que du coup, moi, quand j'ai écouté l'album avant de faire l'émission, j'ai même trouvé que dans le son de batterie du premier album, il y avait un lien avec le son de batterie que j'entendais dans les albums de Poutre. Ça s'entendra moins dans la caverne d'aujourd'hui parce que tu as joué sur ma batterie. Ouais. Mais sur la tournée, c'était dingue de cohérence en fait à chaque fois. En plus, ce qui était assez cool, dans le principe, c'était qu'un soir sur deux, on ouvrait et puis on ouvrait le soir d'après. C'était génial en fait. Ça a donné un truc. On se rendait vraiment compte que c'était hyper cohérent, quoi. À chaque fois, ça fonctionnait bien. Non, c'est super souvenir. Super je me rappelle de ma rencontre, la première rencontre avec Willy en fait. Où on se connaissait avec les réseaux sociaux, puis je connaissais Poutre et tout. Puis j'avais été les voir la première fois. Donc, bonjour. Voilà, je suis venu. Ok. Puis voilà, quoi. Donc j'ai acheté le disque, puis j'ai regardé leur concert, je fais c'était super. Je suis rentré chez moi. Et la deuxième fois où ils sont passés, je sais plus, vous êtes passé, je sais plus, 6 mois après ou un truc comme ça. Oui. Et là, on a commencé à discuter. Donc on a discuté justement, ce serait bien qu'on fasse une ou deux dates ensemble. Donc ces deux dates se sont transformées en 10. Et puis fin de la conversation, Willy qui me regarde, il fait « Au fait, je m'appelle Willy. » Ok. Comme une autre. Et je suis reparti, je fais Moi-même, je me il a l'air souviens sympa, pas, il a l'air sympa. Mais je sais pas. Et en fait, c'est un amour. Et en fait, c'est un amour, Willy. C'est un amour, c'est juste un amour. Et du coup, ce que je me demande, c'est la scène noise rock parisienne. C'est pas historiquement le plus gros terreau à noise rock. Ah non, pas vraiment. C'est vous qui êtes servi là-dessus. Ouais, c'est plutôt Lyon, la capitale de la noise. Ouais, mais du coup, aussi. Comment ça marche de faire ces musiques-là à Paris, parce que en fait, ça tient sur deux orgas à Paris principalement. Cette En gros, c'est ça. Ouais. En gros, il y a En Veux-tu en V'là qui programme de la noise, et il y a Smart and Confused aussi qui en programme. C'est vrai que sur Paris, on joue quasiment par eux. Il y a une salle aussi internationale qui programme beaucoup de noise, de post-punk, un truc comme ça. Ouais, vous avez des lieux, vous avez des orgas, un peu quand même, quoi. Et en termes de scène, vous avez un peu des potes qui font un peu ce genre de musique. Genre si vous avez envie de monter d'autres groupes ou des trucs. Ça se parle des potes. Alors moi, je faisais de la musique avec Geoffrey, qui est actuellement bassiste d'un groupe qui s'appelle Tabata Crash. Donc j'avais un autre groupe avec lui où il faisait de la guitare. Voilà. C'est un peu dans le même délire. Et ce qui est amusant, c'est que dans Tabata Crash, il y a donc Benoît, chanteur-guitariste, qui est ancien chanteur-guitariste de Sons of Frida. Et Geoffrey et Billy qui était batteur de Sons of Frida. Voilà. Et Geoff qui a été aussi bassiste. Et Geoff qui a été bassiste de Sons of Frida avant Clément. Voilà. C'est génial, hein. Peu importe la taille de la ville, à la fin tu retombes sur 10 gars. C'est ça. Souvenir à vie. Une autre question ? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que tu pourrais t'expliquer un peu sur ta fixation au sujet de Beyoncé ? Parce qu'il y a un morceau qui s'intitule comme ça, vous l'avez joué hier, tu l'as bien fait remarquer d'ailleurs. J'en étais sûr. Donc, Beyoncé, pour toi, c'est quoi ? C'est qui ? Chanteuse de R&B. C'est juste une blague ou Ouais, c'est plus une blague parce que quand on compose, j'aime dire, je suis pas poète, je sais pas écrire des chansons, donc je fais du yaourt. Hein. Et cette chanson, la première fois qu'on l'a composée, j'ai chanté We Are Beyoncé. Voilà. Et on l'appelle comment ? Je sais pas, Beyoncé. Ok. D'accord. Après, c'est pas complètement du second degré, tu craches pas sur Beyoncé. Alors après, non, j'aime bien les premiers Beyoncé. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais je suis dans ce cas, si on veut parler de deux gens comme ça, je suis plus Rihanna, quoi. Non. Oui, moi. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je préfère largement Rihanna. Je pensais pas qu'on aurait cette conversation. Toujours à la caverne, quoi. Non, mais il faut toujours relativiser. Je rentre pas dans le débat. Non, voilà, ça vient de là, quoi. C'est Team Britney. Mais tellement pas. De Britney, s'il vous plaît. Par contre, ça, j'ai pas. Pardon. Et donc, tout à l'heure, tu disais que tu chantais en yaourt, mais tu chantes tout le temps en yaourt. Il n'y a jamais de texte ou Si. parce que t'es pas chanteur à la base. T'étais
que guitariste. Oui, à la base, je suis que guitariste, je suis pas chanteur. J'avoue que j'ai jamais trouvé que c'était vraiment ma place. Mais aujourd'hui, je l'assume un peu plus. Non, mes comparses me l'ont dit aussi, hein, c'est ça. J'assume un peu plus le fait de chanter, mais c'est vrai qu'être en front, c'est assez compliqué. Je suis un peu comme Clem, je suis assez timide. Alors, j'essaie d'y aller, mais je l'assume beaucoup plus. Mais après, au niveau des paroles, oui, c'est du yaourt jusqu'à la veille de l'enregistrement. Jusqu'à enregistrer les voix sur un disque. Où je vais faire ça 10 minutes avant. D'accord. Non, mais voilà, non, c'est plus, je pense ça plus comme un instrument. D'ailleurs, vous avez dû le voir hier pendant le concert, la voix n'a pas énormément de place comme un chanteur lambda. Elle a sa place, mais sur certains moments. Et est-ce qu'on passe aux recommandations ? Ah oui, la fameuse question des recommandations. Passons aux Terrible recommandations. La fameuse. Alors on est plein autour de la table, alors on dit une par Chacun. personne. Recommandations, moi, c'est des trucs que j'ai découvert très récemment. Chatpile. J'ai découvert l'année dernière où c'est vraiment un des disques qui m'a vraiment tué de 2022. Et que Azam avait recommandé, il me semble, dans un épisode. Ouais, je crois, Oui. ouais. Je crois que tout le monde le recommande celui-là quand même. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce disque. Quoi. En fait, il y a 2 albums. Alors, je sais pas lequel tu recommandes. Le God's Country. God's Country, hein. Bref. Alors, au suivant. Moi j'écoute pas trop de nouveautés en ce moment, ça fait quelques temps là que c'est un peu redescendu, mais j'ai racheté il y a pas longtemps la réédition de Cheval de Frise. Et ça c'est un truc qui est culte de chez culte pour moi, et c'est ce que je disais à Manu tout à l'heure, chaque fois que j'écoute un morceau en fait j'ai envie de piquer 4 riffs et de faire, j'ai l'impression que dans 30 secondes de Cheval de Frise il y a un album à faire à chaque fois quoi. Et je trouve ça vraiment impressionnant. C'est pas forcément facile à écouter, c'est un truc, faut être quand même un peu attentif, mais il y a vraiment un truc qui se dégage que j'ai rarement retrouvé dans d'autres groupes, dans ce genre qui est assez... qui peut être compliqué, qui peut être un peu cérébral, et là justement il y a un côté qui est super viscéral où t'as l'impression que ça sort tout seul quoi, que c'est pas calculé alors que ça doit l'être énormément, mais ouais j'ai beaucoup réécouté ça en ce moment. Cool. Moi je vais pas être sur du français parce qu'en fait moi j'ai pas beaucoup de culture, j'écoute beaucoup de vieilleries en fait. D'une vieillerie. Une culture énorme. Je suis très branché King Crimson début des années 70. Et là, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est un groupe qui s'appelle Polymath, un groupe anglais qui a sorti un album qui s'appelle Zénith, un peu crimsonien justement avec du sax. Très, très costaud avec du sax, avec des rythmes un peu alambiqués. Et, voilà, ma dernière boucle. Je suis un peu monomaniaque, donc voilà, je fais pas trop d'efforts pour chercher les choses. Willy, t'as un truc à recommander ? Ouais, moi je bloque totalement en ce moment sur le dernier Birch in Row, qui est un groupe français de Laval. Et voilà, c'est vraiment un super groupe, ça marche à mort leur truc. Quoi. Ouais, on en avait parlé. Je suis très fan. Moi, ma critique, c'est que je les trouve trop bavards. Ouais, il y a peut-être. Après, voilà, c'est le style qui veut ça aussi. Quoi, oui, complètement. Mais non, je trouve que. Non, moi je trouve pas. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, je trouve que ça joue de ouf. C'est juste que ça parle tellement par-dessus que moi, j'aimerais bien que. Je trouve les riffs, ils sont tellement bien qu'il y aurait matière à les faire respirer un peu plus. Mais du coup, c'est. Mais en même temps, c'est une critique, mais qui prend en compte le fait que ça joue de ouf, quoi. Mais en même temps, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, le côté chant qui sert d'instrument aussi. Je trouve que dans ce style-là, en fait, le chant, c'est vraiment un truc qui apporte une mélodie vraiment à l'ensemble musical. Quoi. Ouais. Azam, une recommandation ? Alors, moi, c'est de la musique de vieux, mais d'un groupe de maintenant. En fait, le groupe s'appelle Miracler. C'est les anciens Trousses. C'est un groupe de Pittsburgh. Ils avaient sorti 2 singles l'année dernière sur The Ghost is Clear, qui est un super label américain. Et là, ils viennent de sortir leur premier album chez Reptilian. Et c'est une vraie tuerie noise rock comme je l'aime. C'est vraiment à l'ancienne, avec plein de petites finesses malgré tout. Par exemple, sur le dernier morceau, il y a un passage avec du... je suis pas sûr que ce soit du glockenspiel, c'est peut-être simplement du vibraphone, etc. Et c'est ultra virulent, c'est ultra vénère, mais assez mélodique en même temps, et c'est vraiment très très bien, quoi. C'est un de mes groupes préférés américains actuellement. Voilà.
Ah, tu devrais faire des chroniques. Il paraît, mais Chaque en fait, fois, à chaque fois, il l'a fait. après, j'ai pas le temps, quoi. Voilà, c'est tout. Bérénice, t'as quelque chose? Eh bien non, parce que vous aurez remarqué que j'ai un peu du mal à me remettre de la soirée d'hier. Donc j'ai juste envie d'aller dormir. Je suis dans une grande Il reste forme. de la salade de pâtes. Ça va, j'en peux Faut plus. du sucre, faut du sucre. Plus rien boire, plus rien bouffer, je veux dormir. Par contre, Steph veut ta recette de la salade de pâtes, il a kiffé. D'accord, très bien. Il me la fout. Je recommanderais ça. La Alors moi, prochaine fois. j'ai une recommandation de feignasse, c'est-à-dire que c'est mon acolyte Benji de Boucan qui m'a fait écouter ça pendant la dernière fois qu'on jouait. Et puis en fait, il a lui-même découvert ce groupe par Azam. Du coup, j'ai pas besoin de me renseigner parce que dès que je saurai pas, on pourra faire parler Azam. Mais donc c'est un groupe qui s'appelle Ultralead. Je crois que c'est un album qui doit dater de 2010, celui dont je parle, et dont j'ai même pas le nom d'ailleurs, gros nul. C'est de la musique très répétitive avec... moi j'y entends genre basse, guitare, batterie, saxo, quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'entendre ça. Et moi ça m'a fait penser dans le côté hyper hypnotique et répétitif à certains moments de Toru. Que j'avais aimé pour le même genre de raison, quoi. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et même si j'ai pas beaucoup de background à en dire dessus, mais ça m'a marqué, quoi. C'est bien déjà. Ouais. Je recommande des trucs, mais ma grosse claque quand même là de ces derniers temps, c'était les 20 ans du paquebot avec Porte qui s'est reformé. Et oh là là, mon Dieu, quoi. C'est vrai que c'est bien d'en parler quand même de ça. Non. Déjà, c'est bien de parler de la soirée parce que c'était ouf comme soirée en général. Bravo le paquebot, quoi. Mais en plus, Porte, c'était incroyable, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même la bonne grosse nouvelle de cette année 2023, quoi. Si Pord vient déjà revoir Pord sur scène, c'est voilà, quoi, c'est. Ouais, et puis ils ont C'est l'air une d'avoir super envie bonne de surprise, composer des et, nouveaux trucs. Donc, Ouais, voilà, apparemment ça va aller. Je pense que les 2-3 dates qu'ils ont fait récemment, là, ça va les motiver pour refaire de nouveaux morceaux. Et on est vraiment ravis grand hâte. de savoir. Bref, sur ces bons mots. Eh ben merci. C'est Bah fini, ouais. Au ça y est, revoir. parce que j'ai plus de bière, j'aimerais bien aller en chercher. Voilà. Je sais Eh ben, pas, tu vas aussi, pouvoir. justement, Adam. Merci à vous, c'était mortel. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci de l'accueil, merci de Et nous avoir. merci pour tout ce week-end, fort agréable de passer Oui. avec vous, c'était Ouais, bien ouais. chouette. Surtout vous, Merci merci pour pour la ça. café. On était ravis de venir jouer ici, c'était trop bien. Voilà. On revient hein, quand vous voulez. Oui. Reviendez un jour. Reviens donc. Puis Bérénice, faut que j'aille te coucher. Hein. Ouais, non, mais c'est ce que je fais. Un peu de rangement, mais après dodo. Salut! Salut.